La controverse autour du pouvoir de révocation d'un directeur général dans une société d'État. L'exemple de Congo Airways, société anonyme avec conseil d'administration. Tout part de la réforme des entreprises publiques intervenue le 7 juillet 2008 avec les 4 lois de la réforme à la suite des travaux menés par le comité de pilotage pour la réforme des entreprises publiques. Il s'est agi de la loi numéro 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, première loi. Ensuite, de la loi numéro 08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'État des entreprises du portefeuille. Ensuite, troisième loi, de la loi numéro 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics. Et enfin, la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008 portant organisation et gestion des entreprises du portefeuille de l'État. En effet, au moment de la transformation des entreprises publiques de l'État, la loi numéro 08/007 prévoit, dans ses dispositions pertinentes aux articles 2, 3, 4 et suivants, que les anciennes entreprises publiques de l'État, autrefois régies par la fameuse loi cadre, la loi numéro 78/002 du 6 janvier 78, portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques, que toutes les anciennes entreprises publiques de l'État sont transformées, selon le cas, en sociétés commerciales, en établissements publics ou services publics. Et donc, les anciennes entreprises publiques de l'État, qu'on appelait services publics industriels et commerciaux, parce qu'elles étaient dans le secteur marchand, sont transformées en sociétés commerciales. C'est le cas de l'ancienne entreprise publique SNEL, Régie des eaux, SONAS et ainsi de suite, qui étaient des anciennes entreprises publiques de l'État et qui deviennent, par le mécanisme de la réforme de 2008, des sociétés commerciales. Et l'article 4 de la loi numéro 08/007 prévoit que ces anciennes entreprises publiques de l'État transformées en sociétés commerciales suivent désormais le régime de droit privé et prennent la forme société par action à responsabilité limitée. Nous sommes en 2008 et la loi qui régissait les sociétés commerciales en 2008 au Congo, c'est le fameux décret du roi souverain du 27 février 1887 sur les sociétés commerciales qui prévoyait, qui ne reconnaissait que 5 formes de sociétés: la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société privée à responsabilité limitée, la société par action à responsabilité limitée, qui était la plus grande forme de société, et la société coopérative. Et donc, en 2008, les anciennes entreprises publiques de l'État prennent la forme société par action à responsabilité limitée. En 2012, le 12 septembre 2012, date où entre en vigueur en République démocratique du Congo le droit de l'OHADA et particulièrement l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales du 17 avril 1997, la forme société par action à responsabilité limitée congolaise se transforme ou devient la société anonyme. Et donc, en 2012, lorsque la RDC adhère à l'OHADA, l'acte uniforme qui s'applique, c'est l'acte uniforme de 1997 qui reconnaissait 4 formes de société. La société en nom collectif, la société en commandite simple, la société à responsabilité limitée et la société anonyme. C'est au moment de la réforme intervenue, la réforme du droit des sociétés, intervenue le 31 janvier 2014, qu'une 5e forme de société a été ajoutée aux 4 premières, la société par action simplifiée. Et donc, les anciennes entreprises publiques de l'État, transformées en sociétés commerciales, prennent en 2008 la forme SARL et à partir de 2012 prennent la forme SA. Et c'est en cela que se justifie notamment le statut particulier de certaines entreprises, parce que lorsque nous adhérons à l'OHADA, un moratoire
de 2 années a été accordé jusqu'en 2014 pour que les anciennes sociétés commerciales régies par le droit congolais régularisent leur statut, déposent, qu'elles fassent toutes les procédures légales prévues dans le nouvel acte uniforme, le nouveau texte juridique qui s'applique en d'autres sociétés, afin de mettre en ordre tous les éléments qu'il faudrait pour se transformer en l'une des 5 formes prévues par l'acte uniforme. C'est ainsi que les anciennes entreprises publiques de l'État, transformées en sociétés commerciales, prenant la forme SARL, deviennent de sociétés anonymes, selon qu'il y a conseil d'administration ou selon qu'il y a administrateur général, parce que dans l'organisation de la société anonyme, le choix est reconnu aux actionnaires à partir de 3 actionnaires d'opter pour une société anonyme avec conseil d'administration ou une société anonyme avec administrateur général. Et dans la plupart des cas, pour ne pas dire toutes les anciennes entreprises publiques, constituées sous la forme société commerciale, avec société commerciale de forme société anonyme, prennent plutôt la forme société anonyme avec conseil d'administration, même lorsque il y a l'actionnaire unique l'État, mais justement parce que l'État est l'actionnaire unique, mais c'est la plus grande personne morale de droit public qui puisse exister. Et donc, cette particularité fait également de l'État, alors que pour certaines entreprises, l'État est actionnaire unique, d'avoir justement le choix d'opter pour la société anonyme avec conseil d'administration. Congo Airways n'est pas une ancienne entreprise publique transformée, parce que Congo Airways n'a pas existé avant 2008. Congo Airways a été créé ex nihilo en 2014. Et Congo Airways, étant créé en 2014, ne pouvait que prendre l'une des 5 formes de sociétés commerciales que prévoyait l'article, ou que prévoit, parce qu'il est encore en vigueur, les articles 4, 5 et suivants de l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique du 30 janvier 2014. Et Congo Airways a été créé société commerciale de forme société anonyme avec conseil d'administration. Et nous allons remarquer que dans la constitution du capital social de Congo Airways figure l'État comme actionnaire avec 40%. Il y a également la SNCS avec 31% et ainsi de suite. Et donc, sur le 100% du capital social, l'État n'a que 40%. Il est vrai que l'État est actionnaire majoritaire au prorata des actions des autres actionnaires, mais l'État n'a pas la majorité absolue du capital social. Et donc, la majorité absolue du capital social, c'est 50,1%. Or, l'État n'a pas 50,1%, et donc, l'État qui n'a pas la majorité absolue du capital social, et l'État qui n'est pas l'actionnaire unique de Congo Airways, ne peut pas être considéré comme une entreprise du portefeuille, une entreprise publique. Et donc, en réalité, Congo Airways n'est pas une entreprise publique, mais plutôt une entreprise du portefeuille de l'État. Parce que, en droit, toute entreprise publique est entreprise du portefeuille, mais toute entreprise du portefeuille n'est pas entreprise publique. Il y a donc ce que le professeur Jean-Michel Kumbo Kingimbi qualifie de rapport d'inclusion entre les entreprises publiques de l'État et les entreprises du portefeuille de l'État. Pour être entreprise du portefeuille de l'État, il suffit pour l'État d'avoir une simple participation, même de 0,1%. L'État serait en ce moment-là actionnaire minoritaire, mais le fait qu'il y a la participation de l'État au capital social, cette entreprise ou cette société sera qualifiée de société d'entreprise du portefeuille de l'État. Et donc, en résumé, Congo Airways n'est déjà pas une entreprise publique transformée parce qu'elle n'a pas existé avant 2008, mais aussi elle n'est pas une entreprise publique au sens de la réforme parce que l'État congolais n'a pas de personnalité, n'a pas plutôt de capital social au-delà de 50%. Alors maintenant, il faudrait distinguer l'État comme personne morale à part entière des autres actionnaires comme la SNCS, comme le FPI, qui sont également des personnes morales de droit public, mais qui ont des personnalités juridiques à part entière. Et donc l'État dont il est question dans la constitution du capital social d'une entreprise publique, c'est l'État comme personne morale de droit public
la première et la toute-puissance, et non pas les entreprises du portefeuille de l'État. C'est plutôt les établissements publics. C'est la distinction qu'il faut arriver à établir. Alors, l'État congolais étant actionnaire dans une société anonyme avec conseil d'administration, il faudrait noter que l'État bénéficie bien évidemment des droits rattachés à son statut d'actionnaire majoritaire, mais il y a un principe en droit des sociétés, c'est l'égalité de tous les associés, l'égalité de tous les actionnaires devant la loi et au regard des droits et des devoirs. Et donc, l'État congolais, qui est actionnaire, qui est ici représenté par le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions, dans l'Assemblée générale des actionnaires, le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions représente l'État dans l'Assemblée générale des actionnaires. Parce que les actions de l'État sont représentées par le ministre du portefeuille. Mais ce même ministre du portefeuille ne peut pas, au même moment, être autorité de tutelle d'une société d'État. Parce que voilà comment s'organise. Je parle de l'organisation fonctionnelle et la gestion d'une entreprise, d'une société commerciale de forme société anonyme. En effet, il y a 3 organes. Il y a le conseil d'administration, il y a la direction générale, et puis il y a l'assemblée générale des actionnaires. Bien évidemment, il y a également l'organe de contrôle, les commissaires aux comptes. En ce moment-là, on distingue l'administration de la société anonyme de la direction de la société anonyme. L'administration de la société anonyme est assurée par un conseil d'administration composé d'un président du conseil d'administration et des administrateurs, alors que la direction de la société anonyme est assurée par un directeur général et un directeur général adjoint selon le cas. Et donc, lorsque il s'agit, en vertu justement des articles 492, 546 et suivants, lorsqu'il s'agit de la nomination d'un directeur général, tout part de l'Assemblée générale des actionnaires. Et comme j'ai dit, le ministre ayant le portefeuille dans ses attributions représente l'État dans l'Assemblée générale des actionnaires. L'Assemblée générale des actionnaires nomme les administrateurs, désigne les administrateurs. Les administrateurs de la société anonyme, les membres du conseil d'administration d'une société anonyme, sont l'émanation du vote ou de la désignation par l'Assemblée générale des actionnaires. Une fois élus, ces membres composant le conseil d'administration de l'Assemblée générale des actionnaires désignent à leur tour un président. Les actionnaires élisent les membres du conseil d'administration, les membres du conseil d'administration désignent leur président. Et le président du conseil d'administration réunit son conseil d'administration pour, en ce moment-là, désigner ceux qui devront assurer la direction de la société anonyme, le directeur général ou le directeur général adjoint. Et le directeur général adjoint selon le cas. Et c'est après, justement, que le conseil d'administration établit un procès verbal. Les procès verbaux du conseil d'administration d'une société anonyme sont revêtus de la force obligatoire et font foi jusqu'à preuve du contraire. Et c'est en ce moment-là que les procès verbaux du conseil d'administration sont transmis justement à l'autorité, puisqu'il s'agit d'une entreprise de portefeuille, à l'autorité du président de la République qui prend une ordonnance portant nomination d'un directeur général et d'un directeur général adjoint. Et donc, le principe du parallélisme de formes et des procédures que voudrait la Constitution à son article 81, lorsqu'il dispose que le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et révoque les hauts cadres de l'administration et notamment les mandataires publics, trouve son tempérament est encadré par les dispositions de l'acte uniforme. En effet, il ne faudrait pas perdre de vue que lorsque l'on parle de statut particulier, il ne s'agit pas uniquement de l'État. En droit de société, il y a 3 types de statuts particuliers. Il y a le statut particulier dont bénéficient les sociétés avec participation de l'État dans le capital social. Il y a le régime particulier qui est
qui est telle, justement, en vertu de la nature, du type d'activité, et qui fait en sorte que la société, compte tenu de son activité, est obligée de se soumettre aux dispositions particulières du droit interne. C'est le cas des sociétés minières, c'est le cas des sociétés de télécommunications, c'est le cas des sociétés d'assurance qui doivent, au regard du droit interne, obtenir l'agrément auprès des services compétents. Et puis, troisième type de statut particulier, c'est le statut particulier qui naît de l'intérêt général de la société. Et donc, lorsqu'on dit statut particulier, attention, il ne s'agit pas d'un statut dérogatoire au droit commun. Il ne s'agit pas d'un statut spécial. Le statut particulier, qui dit statut particulier, dit plutôt statut complémentaire. En d'autres termes, les règles de droit des sociétés constituent la base pour la création, l'organisation, la gestion, le fonctionnement, la dissolution, la transformation d'une société commerciale. Mais, compte tenu du statut particulier, comme je l'ai dit, du fait que l'État intervient dans le capital social, du fait de la nature de l'activité ou de l'intérêt général, ces mêmes sociétés sont obligées de se conformer également au droit interne. Et donc, il ne s'agit pas d'un régime dérogatoire, mais plutôt d'un régime complémentaire au droit de l'OHADA, complémentaire aux dispositions du droit uniforme. De telle sorte que ce régime complémentaire de droit interne ne peut pas entrer en conflit avec les dispositions de l'acte uniforme. Pourquoi? Parce que tout part de l'article 1er de l'acte uniforme qui prévoit que toutes les sociétés commerciales, y compris celles dans lesquelles l'État est actionnaire, sont soumises au droit des sociétés à l'acte uniforme organisant les sociétés commerciales du 31 janvier 2014. Et par le mécanisme de l'abrogation expresse de toutes les dispositions de droit interne antérieures ou postérieures, contraires ou identiques, toutes les dispositions de droit interne qui organisent les matières déjà prévues, déjà organisées dans l'acte uniforme, sont de droit abrogé si elles sont contraires ou identiques, qu'elles soient antérieures ou postérieures. Et donc, la disposition de droit interne qui mettrait en mal, qui mettrait en difficulté l'application du droit de l'OHADA, notamment en ce qui concerne la nomination et la révocation du directeur général dans une société, ne peut pas s'appliquer. Et donc, dire que le président de la République nomme et relève de leurs fonctions les directeurs généraux des sociétés d'État, c'est méconnaître notamment le mécanisme de l'application directe et de l'effet abogatoire de l'acte uniforme. Et donc, cet article, qu'il s'agisse de la Constitution ou des lois internes qui reconnaissent au président de la République le pouvoir de nommer, relever de leurs fonctions ou révoquer le directeur général, est encadré par les dispositions de l'acte uniforme. Et c'est ça la nuance. Encadré ici veut dire qu'il nomme, mais il ne peut nommer qu'après que le conseil d'administration aura désigné le directeur général et le directeur général adjoint. Et donc la nomination intervient en application ou en exécution des procès-verbaux du conseil d'administration. Et comme je l'ai dit, les procès-verbaux du conseil d'administration d'une société anonyme font plein de fois. En résumé, qu'est-ce qu'il faut noter? C'est que le parallélisme des formes et des procédures ici voudrait que le conseil d'administration d'une société commerciale, qui en amont a nommé, c'est ça en fait le terme qui convient, a nommé, a désigné le directeur général, peut retirer sa confiance et prendre un procès-verbal subséquent pour révoquer ce directeur général. Il n'appartient pas au président de la République d'imposer au conseil d'administration d'une société anonyme un directeur général ou de le révoquer comme il le veut. Ce pouvoir est reconnu au seul conseil d'administration d'une société anonyme. J'ai dit et je vous remercie.